à Sébastien Périmoni de l'autre côté, entre autres militants politiques, mais aussi humanistes, plusieurs casquettes. Merci à vous, Monsieur Périmoni, d'être avec nous ce matin. Merci à vous, merci pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, merci une fois de plus. Mais avant peut-être d'aborder la thématique d'accueil pour parler de ces différentes manifestations, on reste quand même en France parce qu'il y a aussi une actualité majeure de ce côté-là. Marine Le Pen qui a été justement condamnée, elle est accusée entre autres de détournement. Vous reviendrez certainement là-dessus dans votre prise de parole. On parle d'une violation de la démocratie du côté de la France, mais surtout on estime, d'après les différentes analyses qu'on a pu avoir ou lire ou comprendre ça et là, c'est que le président Emmanuel Macron essaye de tout faire pour disqualifier de potentiels dangereux candidats. Voilà, c'est ce qui ressort de ces différentes analyses. Mais puisqu'on sait qu'avec cette condamnation, Madame Le Pen ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2027. Oui, en effet, voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous parle depuis la France, le pays des droits de l'homme qui est en train de devenir une dictature. Et en effet, la condamnation de Marine Le Pen, alors il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les faits sont avérés. C'est-à-dire elle n'est pas condamnée injustement, les faits sont avérés. Tous les partis politiques, il faut que les gens soient au courant, tous les partis politiques en France sont corrompus. C'est-à-dire détournent l'argent public, détournent l'argent des citoyens à des fins personnelles pour avoir des emplois fictifs, financer leur campagne et ainsi organiser le financement de leur parti. Donc ça, c'est tous les partis. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon lui-même et son parti ont été condamnés au moment de la campagne de 2017 pour détournement de fonds, surfacturation, escroquerie, etc., etc. Marine Le Pen au Parlement européen, on parle de plus de 4,5 millions d'argent qui ont été détournés. Et je ne parle pas évidemment des Républicains ou du Parti Socialiste, qui sont les champions du monde dans cette compétition de corruption et de détournement de fonds. Donc ça, sur les faits, on ne peut rien dire. Tout le monde est au courant, tous les partis détournent l'argent public et aujourd'hui, ils doivent être condamnés. Donc la condamnation n'est pas injuste. Après, ce qui est injuste, en effet, c'est quand le pouvoir politique, et en l'occurrence M. Macron, utilise la justice pour condamner des opposants politiques en vue des prochaines élections présidentielles. Puisque là, en effet, le calendrier, on le voit bien, la condamnation de Marine Le Pen a un caractère politique puisqu'elle ne pourra pas se présenter alors que ce dimanche, pour ceux qui suivent le journal du dimanche, elle était créditée de 37 à 40% d'intention de vote en cas de prochaine élection présidentielle, avec une quasi-assurance de remporter cette fois le second tour. Donc on voit bien que là, il y a une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Donc voilà, donc ça, il faut le reconnaître. Après, il ne faut pas non plus considérer qu'elle est innocente. Donc moi, je pense que ça fait du ménage, mais il faudrait que la justice s'attaque au financement de la campagne de M. Macron. On sait que M. Macron a fait des déplacements très importants lors de sa campagne présidentielle, où il a touché des sommes d'argent également très importantes qui n'ont pas été contrôlées. Je ne parle pas évidemment de tout l'argent. Vous avez dû entendre parler, et je sais que vous avez commenté le livre de Robert Bourgi, de toute justement de la politique des amis france-africains qui versaient des valises de billets entiers à nos hommes politiques. Donc tout ce système est entièrement corrompu. Et en effet, aujourd'hui, on utilise la justice pour éliminer ses opposants. Donc il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Et je vais vous dire quelque chose, vous savez, vous l'avez mentionné, je suis militant de Solidarité et Progrès. Et je vois aujourd'hui des gens qui sont choqués par ce qui arrive à Marine Le Pen, mais ça existe depuis 30 ans. Lors de sa campagne en 1995, donc vous imaginez, 30 ans exactement, en 1995-2025, M. Cheminade, à l'époque, qui était candidat officiel à l'élection présidentielle, avait dénoncé, ça intéressera nos auditeurs, déjà à l'époque les réseaux de la France-Afrique, avait dénoncé la libéralisation et la spéculation financière
qui allait mettre nos systèmes en faillite et entraîner le monde vers la guerre. Et ses comptes de campagne ont été rejetés. Il a été ruiné personnellement. On a mis son parti en faillite. On l'a complètement éliminé du débat politique en 1995. Et il lui a fallu des années et des militants comme moi qui l'ont rejoint pour qu'il soit à nouveau présent dans le débat public aux élections de 2012 et de 2017 pour dénoncer cette dictature qui se mettait en place. Donc vous voyez que ce n'est pas nouveau. Dès 1995, on éliminait des opposants politiques. Aujourd'hui, ça prend un caractère encore plus visible, puisque maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a les médias, tout le monde est au courant, alors qu'à l'époque, c'est passé complètement inaperçu. Et les opposants à ce système qui nous conduit aujourd'hui à la faillite et à la guerre n'ont pas pu justement se mobiliser pour éduquer la population et empêcher cette catastrophe. Donc voilà, c'est mon point de vue sur cette condamnation. Et enfin, un dernier mot, qui est peut-être le plus grave, si en effet Marine Le Pen était bel et bien empêchée d'être candidate à l'élection présidentielle, cela voudrait dire donc que ce serait forcément le président du Rassemblement national, en l'occurrence Jordan Bardella, qui sera le prochain candidat. Et là où Marine Le Pen était, je dirais, plus souple vis-à-vis de certains sujets, on voit que Jordan Bardella ne l'est pas du tout. Il est beaucoup plus atlantiste. Il a rencontré lui-même Zelensky. Ils se sont fait des câlins. Il a soutenu la livraison d'armes à l'Ukraine contre la Russie. Monsieur Jordan Bardella, comme vous le savez sûrement, vient de passer quelques jours en Israël, où il a pu rencontrer Amikazi Shliki. Donc Amikazi Shliki, pour ceux qui nous écoutent, c'est le président de la diaspora israélienne, hein, et qui, lui, prône ouvertement un nettoyage ethnique, la recolonisation de Gaza, et fait partie de ces voyous messianiques qui entourent Netanyahou, et avec lequel Jordan Bardella a plus que sympathisé. Et donc là, c'est un danger très important pour la France de voir Jordan Bardella, qui est atlantiste, identitaire, nationaliste, et sa coquine avec ses voyous messianiques, devenir le prochain candidat à l'élection présidentielle en France. Voilà, sujet d'accueil de ce matin avec ces manifestations qui se sont déroulées le week-end dernier du côté de Paris, et avec cette phrase, voilà, Macron, on ne mourra pas pour l'Ukraine. On peut voir les pancartes qui chantent comme ça, les pancartes qui sont soulevées ou présentées par ces populations. Et on sait également, pour parler de cela, que le 27 mars dernier, après justement le sommet des alliés de l'Ukraine du côté de Paris, le président français a donc annoncé l'envoi imminent d'une mission franco-britannique du côté de l'Ukraine, officiellement destinée à renforcer les capacités militaires ukrainiennes. Eh bien, une nouvelle enveloppe également a été promise par la France. On va prendre l'extrait. On va d'abord planter le décor avec cet extrait. Ensuite, on revient sur le plateau pour justement en débattre. Cette manifestation organisée par le parti Les Patriotes et son président Florian Philippot ainsi que plusieurs personnalités politiques ici en France rassemble des milliers de manifestants à Paris et dans d'autres villes en France. Cette manifestation constitue en effet une réponse à toutes les déclarations et décisions d'Emmanuel Macron lors du dernier sommet des pays volontaires à Paris jeudi dernier. Comme on peut le constater, les slogans des manifestants aujourd'hui, c'est « On ne mourra pas pour l'Ukraine » et c'est une réponse claire à Emmanuel Macron lorsqu'il et son insistance à envoyer des troupes françaises et européennes en Ukraine. Donc cette décision d'Emmanuel Macron qui fait pas le consensus comme il a avoué, que ce soit au niveau des pays de l'OTAN, en Europe, comme la France est le seul pays de l'Union européenne qui a cette volonté d'envoyer des troupes en Ukraine. On remarque ici aujourd'hui qu'elle aussi, elle fait l'objet de divisions aussi au sein de la France. Donc, comme on voit des Français là qui viennent pour dire non pour la guerre, non pour l'OTAN, non, oui pour le Frexit, on ne mourra pas pour l'Ukraine. Un autre slogan aussi qui est que les Français ici, les manifestations aussi disent beaucoup, c'est que l'argent des Français doit rester en France. C'est aussi une réponse à la déclaration d'Emmanuel Macron de donner 2 milliards d'euros à l'Ukraine.
ce qu'il a déclaré lors du sommet de Paris jeudi dernier. Donc c'est une réponse claire que les Français ne sont pas d'accord. Déjà, cette décision d'Emmanuel Macron fait couler beaucoup d'encre, que ce soit dans les médias français ou dans la société française en général. Donc plusieurs slogans sont levés et comme je disais, ça constitue une réponse à tout ce qu'Emmanuel Macron avait déclaré lors de ce sommet. Cette manifestation n'est pas la seule ici en France. Le jour du sommet, notre parti politique qui est l'UPR par son président François Asselineau aussi avait organisé une manifestation avec les mêmes slogans, avec le même principe, non pour la guerre, oui pour la paix. Arrêtons d'envoyer des armes à l'Ukraine, arrêtons de donner de l'argent à Kiev. Donc c'est presque la même chose. Ça montre que la société française n'est pas d'accord. Une bonne partie de la société française ne sont pas d'accord pour cette politique d'Emmanuel Macron qui se font de plus en plus entendre. Nous avons même pu parler avec monsieur Florian Philippot, l'organisateur de cette manifestation. On lui a dit quel est le slogan le plus important pour vous aujourd'hui. Il a dit le slogan le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que la Russie ne constitue pas une menace pour la France ni pour les Européens. Et ce que Macron dit matin, midi et soir, que la Russie est une menace, est une façon de gouverner par la peur. Et il n'y a pas de menace russe en France. Je crois que c'est pas mal comme slogan parce que c'est le socle de toute la propagande de peur et de guerre, ça. Il faudrait dire et répéter, il n'y a aucune menace russe en France. Ça n'existe pas. La vraie menace, c'est Macron et Ursula von der Leyen. Ça, c'est une menace pour la France et les Français. J'ai beaucoup plus peur de Macron et d'Ursula von der Leyen que de Poutine, pour être tout à fait exact. Et c'est eux que je combats parce que ce sont de véritables ennemis pour le peuple français. Les manifestations ici ne sont pas les premières et ne seront pas les dernières d'après les organisateurs et les manifestants. Bastien Périmoni, je vous retrouve donc pour également avoir votre lecture de la situation. On a suivi, écouté de toutes les façons. Vous êtes justement du côté de la France et il y a eu ces manifestations en réponse à toutes les déclarations et décisions du président Macron dans son engagement à soutenir l'Ukraine. D'ailleurs, ces manifestants estiment que la France devrait peut-être plutôt jouer le rôle de médiateur pour la paix. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, et ce qu'on comprend d'ailleurs, c'est que les populations, le peuple français, moi ce qu'on a vu, le peuple n'est pas du tout d'accord avec cette politique exercée par le président français Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par monsieur Yang sur le fait que la population française, en effet, est à plus de 70% contre le soutien de l'Ukraine pour faire la guerre à la Russie, pour l'envoi de troupes, pour l'envoi d'argent. Donc là, il y a vraiment une mobilisation très importante de la population. Moi-même, j'étais à cette manifestation des Patriotes et de Florian Philippot ce week-end, et on y allait donc justement où Monsieur Cheminade, parce que j'insiste, il y a des gens intègres en Europe, il y a des humanistes, il y a des gens qui se battent. On a eu les Gilets jaunes. Monsieur Cheminade, comme je l'ai dit, s'était écarté de la politique pour ses positions anti-impérialistes. On a quelqu'un qui est un peu plus connu, qui s'appelle Juan Branco également, qui a fait beaucoup pour dénoncer ces choses-là en France. Donc il y a une résistance, on le voit à travers cette manifestation. Et si on est allé dans la rue, c'est justement pour dire qu'on est contre la guerre, qu'on veut sauver la France de cette dictature de l'Union européenne, sauver la France de cette dictature de l'euro, qui est une monnaie supranationale comme l'est le franc CFA. C'est toujours les mêmes méthodes qu'utilise l'oligarchie financière. Et évidemment, sauver la France pour sortir de cette dictature de l'OTAN qui mène à la guerre. Donc voilà, aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on a des hommes petits, ça a été dit, des hommes qui sont plutôt de caoutchouc plutôt que des hommes de caractère. Et on le voit d'ailleurs dans cette tragédie dans laquelle nous mène Macron, c'est que on désigne un pays qui n'en est pas un, la Russie. La Russie n'a jamais eu et n'a pas l'intention ni d'envahir l'Europe, ni d'envahir la France. Il n'a jamais été question de ça par-delà l'opération spéciale qui a été menée pour sauver les russophones qui étaient attaqués dans le Donbass. Donc on crée un ennemi
c'est la logique de l'oligarchie financière, et on veut l'attaquer avec de l'argent qu'on n'a pas. Donc, puisque vous le savez, la France est 3 000 milliards de dettes, le Mozart de la finance qui est Macron, que nous on appelle le Vincent Lagaffe de la finance plutôt que Mozart, parce que ce qu'il a fait, voilà, c'est quand même un bilan extrêmement négatif. Donc on crée un ennemi qu'on veut attaquer avec l'argent qu'on n'a pas. Donc en effet, ça c'est un paradoxe. Ils veulent réarmer l'Europe. Il y a tout ce programme pour réarmer l'Europe en endettant encore plus les Français. Parce que c'est les Français qui vont payer. Et par-dessus tout, et c'est là où c'est très important, c'est que se recrée aujourd'hui une alliance franco-britannique impériale pour maintenir ce système de l'oligarchie financière, de ce complexe militaro-industriel, au moment où l'allié traditionnel, l'ami historique, les États-Unis, sont en train de dire « nous, on veut la paix, on veut négocier, on veut un deal, on en a marre des guerres à l'extérieur et on veut négocier avec tout le monde ». Donc on voit bien que la France aujourd'hui, et l'Angleterre surtout, vous savez qu'a été révélé dans les médias français qu'un nouveau partenariat va être signé entre la DGSE, les services de renseignement français, et le MI6 britannique, dans le but d'envoyer des agents de renseignement, voire même des membres de l'état-major de ces deux pays, en Ukraine. Voilà, pour maintenir la tension vis-à-vis de la Russie. Et, encore plus grave, vous avez ces mêmes agents du MI6 britannique et ces agents du renseignement français qui collaborent avec certains agents américains pour décapiter l'administration Trump. Vous avez vu dernièrement le scandale du Signalgate. On essaye d'attaquer Trump comme on l'avait fait avec le Russiagate lors de son premier mandat, en disant que c'était un agent de la Russie, et ce qui l'a empêché de faire certaines choses. Et ces agents du renseignement britannique, français et certains alliés du renseignement américain sont en train de tout faire pour décapiter les personnes que Trump a nommées à la tête du FBI, à la tête du renseignement, Tulsi Gabbard à la tête du renseignement, Kash Patel à la tête du FBI et Ratcliffe à la tête de la CIA, qui tous trois aujourd'hui sont en train d'essayer de travailler pour détruire l'État profond, justement, qui est ce complexe militaro-financier qui continue à imposer son empire au niveau international en voulant déclarer un choc des civilisations contre l'islam, contre les pays du Sud, global, contre l'Iran, pour maintenir sa position hégémonique. Donc on voit bien aujourd'hui que la France n'est pas un catalyseur, la France n'est pas un pays justement qui est là pour la paix. Et c'est pour ça que nous avons participé à cette manifestation avec Jacques Cheminade pour pouvoir justement essayer de sauver notre pays justement des mains de cette oligarchie financière britannique qui se trouve en particulier à la City de Londres. Vous savez, on parlait des détournements de fonds tout à l'heure des différentes campagnes. Tous les partis politiques ou presque utilisent justement les paradis fiscaux. Et où se trouvent les paradis fiscaux? Ils se trouvent dans l'Empire britannique, c'est-à-dire sous contrôle de la City de Londres, que ce soit les îles Vierges, Jersey, etc., etc. Tout ça est contrôlé par la City de Londres, qui est au cœur de cet empire financier et militaire. Donc ces manifestations sont très importantes parce que justement, elles permettent de montrer au monde, et je peux vous dire que là, vous en parlez dans votre émission en Afrique, c'est couvert en Russie, on en parle en Chine, on en parle dans énormément de pays, pour dire voilà, la France de Macron n'est pas la France de la population. En effet, la population, vous savez, elle souffre de plus en plus dans ce pays. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes auquel on a participé. Donc la France ne profite pas de ce pillage et de ces guerres. C'est simplement une poignée d'oligarques financiers, bon, toute la famille Bolloré que vous connaissez bien en Afrique, qui organise d'ailleurs maintenant, en ayant racheté les 3/4 des médias français, toute la propagande pour un choc civilisationnel, en disant que l'ennemi c'est l'islam, alors que l'ennemi c'est pas l'islam, hein, c'est les frères musulmans à la limite, et l'ennemi, voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est ce qu'on a dit lors de cette manifestation, l'ennemi c'est pas la Russie, l'ennemi c'est pas la Chine, l'ennemi c'est pas l'Afrique, et donc il faut à un moment donné que la population fasse une révolution, et moi-même j'ai eu la chance de participer au mouvement populaire qui a amené la révolution au Mali en 2021. On essaie de répliquer la même chose en France, s'inspirer justement de ces pays qui se libèrent du néocolonialisme, qui se libèrent de la France, et se rejoint ce qu'a dit M. Yang, c'est-à-dire que
en effet, l'Afrique aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina et d'autres pays aident la France. Aide la France quand il se libère du néocolonialisme et montre un petit peu ce qui se cachait derrière les coulisses et que les Français ne connaissent pas forcément. Vous savez, Madame Doumbé, que nous avons mené en France une grande campagne contre le franc CFA. On est allé à Chamalières, on a fait des vidéos qui ont fait des millions de vues, parce que la population française ne sait pas comment marche la CEMAC, ne sait pas comment marche la CEDEAO, ne savent même pas ce que c'est, ils ne savent même pas ce que c'est que le franc CFA, c'est un sujet tabou. Et quand on l'aborde dans les élections présidentielles, tout de suite, on se fait attaquer, calomnier, donc voilà, c'est un combat du peuple contre cette oligarchie qui a pris le contrôle de notre pays, qui est une oligarchie internationale, apatride, qui corrompt tout ce qu'elle peut partout, et donc que nous combattons, et ces manifestations vont continuer. Il y en a d'autres de prévues, et la présidentielle arrive, et donc je pense que ça va être une occasion de mobiliser, comme jamais on l'a fait auparavant, la population contre toute cette corruption et contre l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Merci infiniment Sébastien Perimoni. Sébastien Perimoni, une guerre de proxy finalement, si on s'en tient à l'analyse du docteur Yam Timba, guerre de proxy qui semble en tout cas fonctionner lorsqu'on regarde et lorsqu'on observe aujourd'hui la situation entre ces deux pays, le Tchad et le Soudan. Les deux pays, en tout cas, il y a des menaces qui vont de toutes parts, de chaque pays. Le Tchad menace le Soudan également menace le Tchad à son tour. Et puis, bien sûr, il y a le facteur Émirats Arabes Unis. On parle bien sûr de la politique occidentale ou alors impérialiste et qui semble en tout cas fonctionner dans cette partie du continent africain. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je rejoins totalement l'analyse qui a été faite par le docteur Yam. C'est une guerre civilisationnelle. C'est une guerre qui est la même que celle qui a commencé lors du congrès de Berlin, en effet, qui est vraiment le début de la mise en place des fameuses frontières, comme on dit, des frontières qui sont totalement aléatoires et organisées pour permettre une logique de conflit permanent. Si vous regardez les frontières, justement, dans la ES, au Tchad, vous avez 4 pays autour du Tchad, sur des points stratégiques, les Français et les Anglais en particulier se sont partagés en divisant des pays et des communautés. On parle, dans les médias occidentaux, on parle de guerre ethnique, ce qui est totalement ridicule, puisque évidemment c'est une civilisation, l'Afrique, et donc rien n'a changé depuis le congrès de Berlin. Et en effet, la doctrine qui a été mentionnée par notre ami précédent, c'est la doctrine du choc des civilisations de Samuel Huntington, qui en anglais se dit permanent war, permanent revolution, c'est-à-dire la guerre permanente, les révolutions permanentes. Donc voilà pourquoi le Soudan et le Tchad, vous savez, le Soudan est la région, il y a eu des coups d'État, il y a eu des guerres civiles, le Soudan a eu des guerres civiles quasiment depuis la fin des années 50. Donc voilà, c'est la guerre permanente, le conflit permanent, le financement permanent. Et on le voit pas simplement en Afrique, c'est un problème qui est global. Regardez, notre ami a mentionné la Libye, aujourd'hui, qui est complètement divisée. Regardez ce qui se passe en Irak, le pays est divisé en 3. Tout le monde est en train de piller, que ce soit les richesses culturelles, les ressources, les matières premières et autres. Et la Syrie, regardez l'exemple de la Syrie qui est très intéressant, où les gens que nous combattions il y a encore quelques années, qui étaient des terroristes, qui avaient participé aux attentats du Bataclan sur le sol français, qui décapitaient des citoyens européens. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on soutient, à qui on va serrer la main, parce qu'ils sont devenus gentils, ils ont mis des costards-cravates, et voilà. Et demain, si ces gens-là imposent la charia dans leur pays et redivisent, on va à nouveau refaire un coup d'État contre ces gens-là, puisqu'à l'époque, on soutenait Kadhafi, après on a soutenu Hussein, on a soutenu Bachar el-Assad. Une fois qu'ils n'ont plus été utiles, on les a renversés, on a semé le chaos. Et on voit que cette doctrine de choc des civilisations, en effet, n'est pas nouvelle, date bien même avant du congrès de Berlin d'ailleurs. C'est la logique de l'Empire britannique et de l'Empire junior français depuis toujours. Donc ça, c'est évidemment ce qu'il faut identifier si on veut être efficace
pour que les pays retrouvent leur souveraineté. Parce qu'en effet, les peuples qui se battent aujourd'hui, d'ailleurs dans le Donbass également en Ukraine, tout le monde a de la famille en Russie, et en Russie, tout le monde a de la famille en Ukraine. Donc c'est une guerre fratricide qui est organisée. Et c'est ça qui est tragique. Donc voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est toujours les populations qui trinquent dans ces guerres, parce que on parle des Émirats Arabes Unis, mais il y a l'Iran, il y a la Turquie, il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a tout le monde qui est là, l'Europe bien sûr. Donc tout le monde est en train de manipuler, de chercher à tirer la couverture à soi pour des intérêts privés selon certains domaines. Donc ça c'est un deuxième point. Et c'est la population qui trinque. On sait qu'il y a 10 millions presque de déplacés, des famines. C'est une situation qui est complètement irrespirable, comme au Congo, comme en Libye, comme en Syrie ou ailleurs, où des populations sont exterminées justement pour cette géopolitique et cette guerre permanente qui permet de diviser pour mieux régner et de maintenir cette oligarchie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en effet, de plus en plus de gens ont conscience de cela et s'organisent pour retrouver leur souveraineté. C'est un peu notre combat en France, c'est le combat que mènent les panafricanistes en Afrique, et c'est intéressant. Et enfin, dernier point, l'aspect culturel, parce que oui, en effet, cette région, c'est la Nubie, c'est le berceau de la civilisation. Aujourd'hui, on sait, et c'est une tragédie, parce qu'on sait que les œuvres d'art, il y avait des musées qui ont été pillés, on voit ces œuvres d'art, c'est même pas des œuvres d'art, c'est le berceau de la civilisation nubienne qui a donné l'Égypte pharaonique. Il y a toute l'histoire de l'humanité qui est là et qui est en train d'être bradée sur les marchés de l'art, justement au niveau européen, aux États-Unis, parce qu'on finance des mercenaires pour aller piller justement la civilisation africaine, lui retirer son histoire. Et on parlait du Congrès de Berlin. Vous savez, on a un musée à Paris qui s'appelle le musée Quai Branly Jacques Chirac, où vous avez 90 000 œuvres d'art ou histoire de la civilisation africaine, 90 000 qui sont là, ici en France, dans les sous-sols, puisque à peine 5 à 7% sont exposés, et 90 000 objets de la civilisation africaine, de l'histoire africaine, sont tout simplement retenus en otage, ici en France, mais il y en a aussi en Belgique, il y en a en Allemagne. Donc c'est une prise d'otage sur la civilisation africaine. Et moi, ça me rend triste parce qu'on voit que justement là où il y a le berceau de la civilisation chrétienne puis européenne, puisque l'Égypte a été le berceau de la civilisation chrétienne, tous les grands philosophes grecs, Platon pour être le plus connu et d'autres, sont allés se former dans les sciences, dans la théologie et bien d'autres domaines. En Égypte, là où il y avait le plus grand savoir de l'époque, et aujourd'hui tout ça est en train d'être arraché, détruit, vendu par justement cette politique de chaos permanent et de destruction de l'histoire humaine, parce que c'est pas simplement l'histoire africaine qu'on détruit, c'est l'histoire humaine. Et ça doit s'arrêter. C'est pour ça qu'on mène ce combat en France, et c'est pour ça qu'on soutient les panafricains qui disent, comme l'a dit l'intervenant précédent, cette bataille pour revenir à la souveraineté et les États-Unis d'Afrique, et justement de se battre contre cette géopolitique et de comprendre les enjeux qu'il y a derrière cette guerre permanente qui est organisée par l'oligarchie financière et militaire. Voilà. Malheureusement, je dois vous quitter, mais je vous remercie, c'était une émission très intéressante. Merci à vous, Sébastien Périmoni. Merci infiniment d'avoir partagé ce plateau avec nous.